Alors, les sujets, ils sont nombreux depuis que vous êtes arrivé. Pareil, votre prédécesseur, je lui avais fait la mention d'un nombre très important de sujets, de crises. Je crois que là, vous y baignez depuis plusieurs mois. Donc, j'ai dû réfléchir à plusieurs sujets que je souhaitais aborder avec vous. J'ai choisi l'emploi, le renouvellement des générations dans l'agriculture française. On sait que la moitié des agriculteurs actuellement en activité partiront à la retraite d'ici 10 ans. Donc ça va être un gros sujet de renouvellement qu'il va falloir mener. Il y a un sujet derrière de souveraineté alimentaire. Est-ce que la France pourra continuer à répondre à la demande des concitoyens français? Est-ce que vous pensez que la France et aussi l'Europe répondent suffisamment bien à cet enjeu? On a vu que la PAC était assez décevante sur ce sujet-là en termes d'installation. Sur le renouvellement, vous voulez dire en termes de... Oui, je pense pas qu'il faut pas demander à la PAC ce qu'elle n'est pas toujours capable de faire, il me semble, parce que la question du renouvellement est un sujet complexe. Premier élément, de dire que c'est tout l'objet du pacte de la loi d'orientation et d'avenir sur lequel on a commencé à travailler et qu'on va poursuivre en termes de concertation nationale et locale, et territoriale et régionale en particulier, que de faire face aux défis que vous avez évoqués de 200 000 agriculteurs à remplacer. C'est à la fois une question de souveraineté, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de productions qui pourraient disparaître si on n'a pas des agriculteurs qui s'y installent. Il y a des territoires qui sont quand même, compte tenu de leur géographie, compte tenu de leur pédologie, compte tenu de leur climat, avec des contraintes qui font que c'est plutôt tel ou tel. Et donc s'il n'y a pas de remplacement, c'est des filières entières qui peuvent... Donc c'est une affaire de souveraineté, puis c'est une affaire aussi du modèle qu'on a essayé de maintenir et de construire en France. Vous avez une discussion hier avec un certain nombre de gens sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une agriculture familiale. C'est un concept que tout le monde évoque, mais que personne ne sait très bien, sans qu'on est complètement d'ailleurs encore abouti, parce qu'il n'y a pas de définition facile de toute façon. Est-ce que c'est la PAC qui répond? Moi je pense qu'il y a plusieurs sujets là-dedans. Le premier, c'est quand même... Le gouvernement aussi français peut y répondre. Oui. Mais c'est ça que je veux dire. Le premier élément, c'est la question de la rémunération. On voit bien qu'il y a des filières où on renouvelle plus que d'autres, parce qu'il y a parfois un signe de qualité, parfois une valorisation qui est plus grande que dans d'autres, et que ça permet à des jeunes de s'installer. J'étais l'autre jour en Franche-Comté. Or, dans la filière comté, on installe plutôt 1 pour 1. Bon. Alors, c'est pas... Les rémunératrices n'ont pas de problème, en fait. Alors, moins. C'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, c'est un premier élément quand même de réponse, parce qu'évidemment, c'est un élément d'attractivité. Il me semble que c'est un élément important. Deuxième élément de difficulté, c'est... on est dans une période de grande incertitude. L'agriculture était plutôt habituée à avoir une visibilité assez temps long, à la fois sur les marchés, à la fois sur les attentes, et puis une stabilité quand même globalement géopolitique, et puis une stabilité météorologique, même s'il y avait des accidents météorologiques. Mais on savait à peu près qu'on était en... Ouais, et tout ça c'est fini. Et donc cette instabilité-là, si on ne sait pas répondre à cette instabilité-là, c'est-à-dire à réassurer un certain nombre d'éléments de celui ou de celle qui veut s'installer, je pense qu'on va au-devant de grandes difficultés. Ce qui me fait souvent dire d'ailleurs que pour moi le processus dans lequel on doit rentrer, ce n'est pas un processus de transmission-reprise, mais de transmission-transition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à installer des jeunes, virgule, voire des moins jeunes, sur des systèmes dont on peut penser qu'ils résisteront à tous ces dérèglements-là. En tout cas, une partie d'entre eux. Pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, c'est pas parce que c'est pas facile qu'il ne faut pas essayer de ne pas faire de la prospective. Alors, on n'est pas Madame Irma, ni Madame Soleil non plus d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'il y a des systèmes dont on sait qu'ils vont être durement impactés par le dérèglement climatique. Il y a des systèmes, parce que les consommations sont en train d'évoluer, qui vont être plus impactés que d'autres. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est que l'essentiel du vivier de ceux qui peuvent s'installer n'est plus aujourd'hui, la majorité du vivier n'est plus dans le milieu agricole. Et ça, c'est un redoutable défi, parce qu'on était quand même dans un métier de transmission par la voie du sang, si vous me permettez cette expression. Or, désormais, on est sur... déjà aujourd'hui, encore que c'est difficile à recenser, parce qu'on n'est pas très adapté à ça encore, entre 33 et 38% des gens qui sont installés qui n'ont pas de lien vraiment direct avec le monde agricole. Et sans doute, ça va être croissant, compte tenu de la démographie agricole elle-même, d'ailleurs. Et donc, il faut qu'on s'attache à essayer de réfléchir à ce que peuvent être les attentes
de ce public-là. Et deux, à l'intérieur de ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ce que sont les attentes des agriculteurs, même ceux issus des familles d'agriculteurs. Parce qu'il y a des attentes sociales, il y a des attentes de temps de travail, il y a des attentes, je pense aux filières élevage. Je suis frappé de voir à chaque fois qu'on va dans une exploitation combien les jeunes, y compris ceux qui s'installent, disent j'ai pas envie de travailler comme mes parents et encore moins comme mes grands-parents. J'ai pas envie que le rythme qui m'est imposé avec une rémunération qui est faible, je reviens au premier point. Donc il y a quelque chose qui change aussi dans la société agricole. Mais évidemment encore plus dans la société qui n'est pas issue du monde agricole. Donc on a besoin de travailler aussi sur ces ressorts-là pour essayer de regarder comment... Ça peine à se mettre en place. Il y a des solutions qui commencent à voir le jour, mais ça peine un petit peu. Oui. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on pose un diagnostic avant de chercher des outils, parce qu'il faut qu'on essaie de bien distinguer les sujets qu'on doit essayer de résoudre. Parce que quand on parle d'installation, on dit qu'il faut régler le problème du foncier. Ce n'est pas le seul sujet, le sujet foncier. Et je dis à l'intérieur de ça qu'il faut qu'on essaie de travailler sur... un public qui arrive en agriculture, c'est des gens qui font une première carrière professionnelle il y a 35, c'est la frange 35-45 ans, et qui peut avoir des attentes particulières, qui peuvent être sur des modèles particuliers. Et j'ajoute un dernier point sur le renouvellement du potentiel de production, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'installer sur des systèmes qui ne sont pas ceux qui sont à reprendre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exploitations laitières à reprendre, mais il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer sur d'autres systèmes. Le maraîchage, le circuit court, la viticulture. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces sujets-là. Alors on est à un taux de renouvellement qui n'est pas... Il ne faut pas non plus complètement se faire peur et s'affoler, sauf qu'il faut qu'on résolve toutes ces situations-là. Je dirais un mot, pardon, je suis un peu long, mais c'est quand même un sujet important, comme vous le savez. On a un taux de renouvellement de 65 à 69%. C'est pas un mauvais taux, hein, en tant que tel. Mais on a un risque de rechute, en particulier sur un certain nombre de filières. Et puis dernier point, il faut qu'on arrive à installer, c'est pour ça que je dis transition, il faut qu'on réfléchisse bien. Le truc qui va le plus impacter, c'est la question du dérèglement climatique. Alors, contribution de l'agriculture à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est une contrainte mise dans le système, qui est une contrainte que tous les acteurs économiques vont prendre, mais l'agriculture aussi. Et deuxième contrainte, c'est de toute façon, eux, ils sont pleinement impactés par le dérèglement climatique, parce que vous êtes industriel automobile. Vous, c'est juste décarboner votre sujet et produire des produits décarbonés. L'agriculteur, il est assez ouvert. C'est donc lui, il est la première victime visible en termes de production du dérèglement climatique. Et quand on dit ça dans l'espace européen ou français, on dit ça dans l'espace monde. Hein. Je suis très frappé de voir d'ailleurs que croiser n'importe quel responsable agricole, ministre ou autre, de tous les pays du monde, c'est le sujet. C'est le sujet. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on résolve. Donc c'est la PAC, après viendront les outils, mais c'est la PAC, c'est la formation, c'est l'innovation. Tout ça sera dans la loi d'orientation agricole que vous avez. Oui, alors c'est PAC et loi d'orientation. Il y aura des choses là-dessus. Oui. Ouais. Je me défie, et c'est l'ancien ministre des Relations avec le Parlement qui dit, de ceux qui pensent que la loi résout tout, et que la loi fait tout. Et que parce qu'on a fait la loi, on a tout fait. Alors, il y aura peut-être une question sur Egalim également. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, donc Renaud Dardillier pour le Betteravier français. Je pense que vous l'avez lu, mais en septembre dernier, il y a 4 sénateurs qui ont sorti un rapport sur la compétitivité de l'agriculture française. Et dans ce rapport, ils montraient que, si je ne me trompe pas, le balance commerciale agricole allégée des vins et des spiritueux était devenu déficitaire. Et ce rapport montrait entre autres qu'une des principales causes, non pas la seule, mais une des principales, c'était la pression des contraintes environnementales. Et du coup qu'on arrivait à être de moins en moins souverain au niveau de notre alimentation et à être de plus en plus importateur, je dirais, de pollution importée, que ce soit en termes de bilan carbone ou en termes de bilan pesticides. Alors ma question est la suivante, est-ce que dans le cadre du programme Farm to Fork de l'Union européenne, comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on va continuer dans cette double pente qui est de diminuer notre souveraineté alimentaire et de diminuer, alors qu'on croit être plus propre au niveau écologique, on importe une certaine sorte de pollution qu'on ne pollue pas chez nous. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair. Si j'ai très clair, je ne suis pas très d'accord, mais c'est très clair. Comment dire? Alors j'ai bien lu ce rapport des 3 sénateurs, je ne suis pas d'accord avec tout non plus d'ailleurs, parce qu'ils disent 2 choses. Ils disent, c'est qu'il faut arrêter les contraintes environnementales, les contraintes administratives, la surbureaucratie, ce que tout le monde... Pour être populaire dans une assemblée générale de syndicats agricoles, vous faites ça. Hein.
Oui, mais c'est peut-être vrai. Attendez, laissez-moi finir. Mais ça suffit pas à résumer, laissez-moi faire une démonstration, quoi. Vous allez dire que je suis trop long, c'est ça? Non, mais eux, ils disent que l'erreur tragique qu'on a fait en France, c'est de faire la montée en gamme. En disant, on s'est occupé de la montée en gamme, et ça ne répond qu'à un segment, et le reste est couvert par d'autres éléments. Troisième élément, il disait à juste titre que, mais c'est une œuvre de 30 ans, cette affaire-là, effectivement, on cache toujours notre balance commerciale, si on retire les vins et spiritueux, il n'y a plus rien. Bon, on est négatif, globalement. Alors là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs l'autre jour quand j'ai été auditionné au Sénat, en particulier au sénateur Duplon, qui est très actif sur la question, c'est que c'est bizarre, mais globalement, au niveau européen, c'est plutôt là qu'on se fait tailler des croupières. C'est de la concurrence intra-européenne. C'est pas l'importation, massivement, c'est beaucoup quand même de la concurrence, je pense aux fruits et légumes. Alors, il y a parfois des molécules qui ont été interdites en France plutôt que dans les autres, mais quand vous regardez le niveau de contrainte strictement environnementale, je parle que de celle-là, vous avez un niveau de contrainte qui est relativement équivalent selon les pays européens. Et d'ailleurs, on va plutôt vers plus d'harmonisation. Alors, s'il y a une chose à faire, c'est pas dire on en rabat en termes environnementaux, c'est que tout le monde passe à la même toise. C'est les 27 ou personne. Parce que sinon, dans un marché commun, ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça peut être un élément de biais, effectivement, sur lequel il faut qu'on travaille. Deuxième élément, pour les produits des pays tiers, ce qu'a fait Julien de Normandie avant moi, qui a essayé de cranter l'idée qu'on mette en place des clauses miroirs et des clauses de réciprocité, c'est un élément pour éviter les distorsions de concurrence. Ça, c'est pour les produits qui viennent des pays tiers. Alors, il faut qu'on se mette d'accord aussi, c'est la clause de réciprocité, c'est pas, il faut avoir toutes les mêmes normes équivalentes que les voisins, parce que ça veut dire qu'on ne veut pas faire d'échange. Et je disais ça un peu malicieusement, parce que j'avais deux sénateurs, l'un qui me disait il faut fermer les frontières, et un autre qui me disait il faut qu'on lève les taxes Trump, enfin les ex-taxes Trump. Je dis il faudrait savoir. On veut échanger, on ne veut pas échanger. Moi, je ne suis pas du tout libre-échangiste de philosophie, c'est pas le sujet. Mais dans le moment de dérèglement climatique, il faut qu'on assume l'idée que quand même, nous on exporte des céréales, nous on exporte du lait, nous on exporte des vins et spiritueux, et nous exportions à un moment des produits. Et dans le moment de dérèglement climatique, l'idée de dire on est juste dans une réponse qui soit une réponse autosuffisante, le jour où vous avez un PET comme on a cette année, vous allez avoir un problème pour vous nourrir, là, à ce moment-là. Donc les échanges permettent aussi ça quand même, il me semble. Même s'il ne faut pas que ça se fasse au prix de distorsions qui soient trop fortes. Troisième élément, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la question, on abaisserait forcément la souveraineté parce qu'on porterait des exigences plus hautes en termes environnementaux. Je vais vous donner un exemple. Je pense que ce qu'on a mis dans la PAC, la nécessité d'avoir des couvertures plus régulières des sols, c'est un élément on peut le lire comme une contrainte environnementale. Mais la question de réintroduire de la matière organique, de fixer l'azote, etc., c'est un intérêt pour l'agriculture. La question de la place, et ça a un intérêt pour la productivité, c'est un intérêt pour le stockage de l'eau, c'est un intérêt pour plein de sujets. Et donc, j'en parlais avec les responsables de l'INRAE, à facteurs égaux dans le dérèglement climatique qu'on vit, facteurs égaux, ce qu'on met pour produire, avec le dérèglement climatique et ce qu'on voit de l'érosion des sols en particulier, on produira de moins en moins. C'est structurel. Ce qui a permis de tenir, c'est la recherche variétale. Plutôt ça qui permet d'avoir un niveau. Mais moi, j'étais dans un territoire, chez moi, en petite Beauce, pas la grande, mais la petite. On avait une année sur 5 ou 6 des rendements à 5 quintaux, ça n'existe plus chez nous. Donc, et pas seulement parce qu'on en a rabattu en termes environnementaux. Il faut aller plus loin dans la recherche variétale aujourd'hui. Ah oui, il faut aller plus loin sur la recherche variétale. Alors en revanche, comment on fait pour aller plus loin? Juste, ce qu'il faut, donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Simplement, il faut le faire à un rythme où on ne fait pas des ruptures trop fortes qui fassent qu'à un moment, vous avez des gens que vous mettez dans des impasses. Moi, je préfère un truc qu'on dit, tel et tel produit, telle et telle pratique, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on en sort, plutôt que de tout d'un coup, en 6 mois, on vous dise, on en sort et on n'a pas fait la recherche. Ça nécessite que nous, puissance publique, on mette les moyens de la recherche et de l'innovation. Ça nécessite que nous, puissance publique, on pèse, je pense qu'on va plutôt dans la bonne direction sur les nouvelles techniques génomiques, les NBT, les NGT, appelez-les comme... ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est une décision de niveau européen. Enfin, on devrait avoir une décision dans l'année 2023 quand même. Parce que c'est un processus qui est un processus d'accélération de phénomènes naturels. Ça, ces techniques-là.
Donc on a besoin en même temps de relever le défi de l'alternative aux interdictions, parce que sinon là on fait une erreur, je suis d'accord avec ça. Mais l'idée de dire que on peut continuer exactement comme on fait depuis 40 ans, et dire ça, c'est pas faire un grief à l'agriculture du tout, c'est le choix qu'on a fait collectif. Ils ont fait exactement ce qu'on leur avait demandé de faire. Mais il y a 40 ans, on ne se posait pas la question du dérèglement, il y a 40 ans, on ne se posait pas la question de la décarbonation. Sauf que c'est là. Je ne parle même pas des attentes sociétales, hein, le sujet n'est pas d'être à la pression sociétale en tant que telle. La question, c'est que ça, c'est des ruptures. Donc on a besoin de faire évoluer ces éléments-là. C'est vrai que la sélection variétale est un élément qui c'est pas le seul, hein, c'est le travail qu'on a sur le sol, sur la matière organique dans le sol est un travail assez fascinant. Hein. Et juste pour rebondir sur le sujet de la souveraineté alimentaire, en fait, donc c'est un de vos principaux chevals de bataille aujourd'hui. Il y a donc des secteurs qui sont en déficit depuis longtemps. Le déficit se creuse, je pense aux volailles, aux fruits et légumes. Donc le constat il est là depuis longtemps, qu'en fait la France importe, on n'est plus du tout autosuffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Il y a eu des plans, il y a eu des aides, en fait ça marche pas, ou pas bien. Sur les fruits et légumes, on lance seulement un plan de souveraineté. Alors je me méfie de moi-même, si je peux dire. C'est-à-dire que n'étant plus tout à fait tout jeune, j'ai vu beaucoup de plans se développer, donc je suis modeste à la date où je vous parle. Sur les fruits et légumes, on a à mon avis plusieurs sujets, ce qui n'est pas pareil que pour la volaille, mais pour les fruits et légumes, on a un sujet. Là, il y a un sujet de molécules qui ont été interdites et en avance de phase d'autres pays européens et qui ont créé de la distorsion manifestement. On a sans doute un sujet d'ailleurs de main-d'œuvre qu'il faut réattirer vers ces métiers-là, ce qui est compliqué quand même, à dire les choses, et donc il faut aussi une réflexion à mener. Et parfois de distorsion de coûts de main-d'œuvre, hein, intra-européen, je ne vous parle que de l'intra-européen, hein, c'est pas le sujet des pays tiers, me semble-t-il. On a le sujet d'accès à l'eau, pour un certain nombre d'entre eux, et puis de maladies qui apparaissent du fait du dérèglement climatique qui n'étaient pas là avant. Donc on a tout ça à relever comme défi parce qu'il faut qu'ils soient de nouveau en capacité de reproduire. Pour donner quelques lignes, alors après je ne vais pas préempter le travail qui est en train de se faire depuis un mois, parce que sinon je ferai défaut, mais on aura des éléments au mois de janvier, février. Parce que là, c'est un sujet quand même, je trouve que symboliquement, que le pays dans lequel nous vivons, qui était autosuffisant et exportateur sur les fruits et légumes, soit à 50% autosuffisant, c'est quand même quelque chose, y compris dans une logique, on veut relocaliser un certain nombre de productions, fruits et légumes, ça ne paraît pas le sujet le plus compliqué. Sur la volaille, on a monté en gamme, donc c'est plutôt sur la volaille premier prix, si je peux dire, que là on a un problème de compétitivité. Alors en plus là on est impacté par la grippe aviaire qui vient désorganiser, qui revient et qui vient désorganiser complètement le système. Là c'est plutôt une question de segmentation de marché et le choix tout label et tout AOC est un choix qui, enfin, plutôt vers ça qu'on a tendu. Il n'empêche que les gens ne consomment pas que ça. Et on peut toujours dire qu'il faut que les gens apprennent à consommer. Très bien, mais enfin, moi je ne dirais pas donner de leçons aux consommateurs, on peut faire évoluer les pratiques, on peut essayer de faire montrer les choses. Enfin, il y a des réalités qui s'imposent à nous quand même. Beaucoup de volailles, de même qu'on mange beaucoup de steak haché en France. Bon, on n'aime pas, hein. On mange plutôt des steaks hachés que de la côte de bœuf en France. Donc c'est aussi ça. C'est cette adéquation-là qu'il faut qu'on essaie de trouver. Parce qu'on ne peut pas être aveugle aux demandes. On ne peut pas dire qu'il faut écouter les demandes citoyennes et sociétales et pas écouter la demande produit. Et donc notre responsabilité, c'est d'essayer de l'éclairer sans faire des ruptures en plus là. En disant, là aussi, dans le travail qu'on essaie de faire, c'est dans 10, 20 ou 30 ans, quelles vont être les tendances consommateurs, quelles vont être les attentes consommateurs. Et donc le plan fruits et légumes permettra de répondre à... C'est l'objectif. Voilà, c'est ça. Je répète, je ne suis pas prétentieux. Okay. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'assigne, c'est de... Mais, en particulier en arboriculture, reconquérir un marché où vous avez des capitaux à investir qui sont très lourds. Parce que quand vous faites un verger, vous mettez beaucoup d'argent et c'est pas le lendemain matin que ça se met en route, c'est pas des cycles annuels. Donc c'est très compliqué. Une fois que c'est cassé, c'est comme quand une exploitation laitière disparaît. Chaque exploitation laitière qui disparaît, il ne faut pas croire qu'on mettra un jour une exploitation laitière. Très compliqué compte tenu des capitaux à investir, du risque qui est pris, et puis de la temporalité pour certains. Merci. Et une autre question, il y avait Léna Blum qui attendait, Mathieu Robert, après Nicolora. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre. Alors j'ai deux questions, mais qui sont plus ou moins sur un sujet assez proche. La première, c'est près de 2 ans après le début de la séparation vente-conseil, quel bilan vous tirez de cette mesure et que savez-vous de la mission parlementaire qui devait démarrer après l'été? Et l'autre question, c'est sur les CEPP.
Les coopératives et négoces font état d'un manque de fiches pour leur permettre d'atteindre leurs obligations. Quel est votre regard sur cette question? Ah, c'est facile. Sur le premier sujet, on a peut-être... Alors, la mission parlementaire, il faut demander au Parlement. Hein. Oui, je pourrais demander, mais je n'ai pas d'informations sur la mission parlementaire. Difficile de... Le bilan, on veut le faire sur quoi? Parce que la séparation vente conseil, elle s'est faite. Je veux dire, c'est pas le sujet. La question, c'est pourquoi on avait fait ça. C'était avec l'objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. C'était ça l'objectif qui était porté dans Egalim 1. C'était 1, pour le coup. Donc c'est plutôt cette tendance-là qu'il faudra analyser. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est plutôt sur une tendance baissière, y compris les chiffres qu'on a donnés. Donc c'est plutôt comme ça que je regarde si l'idée c'était de dire on délie ça pour éviter que le conseilleur soit l'intéressé au conseil, si je peux dire. C'est comme ça la philosophie générale. Ce que je constate, alors est-ce que c'est lié à ça? Ou est-ce que c'est lié à une tendance plus lourde, y compris la production des interdictions qui arrivent au niveau européen, qui font qu'on a une diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires? Ça mériterait de creuser un peu plus. C'est un peu tôt pour faire moi, à mon sens, pour faire un bilan, mais ça mériterait d'être exploré pour savoir qu'est-ce qui a changé dans le comportement des uns et des autres qui serait lié à cette décision de séparer la vente et le conseil. Reformulez-moi votre deuxième question, pardon. Sur la vente et le conseil, il y a aussi la question du conseil stratégique que les coopératives et négoces ne peuvent plus faire. Oui, je sais. Je crois qu'il y avait le postulat qu'il allait avoir des conseillers indépendants qui allaient se créer. Et ça met du temps à se mettre en place. Ça met du temps. Alors après, il y a un oui. Alors ça, c'est pas le sujet de l'EF, parce que c'est en 2023 qu'il va y avoir les premiers conseils. Oui, mais on a un sujet de montée en puissance de ces conseillers-là, compte tenu de l'interdiction qui est faite effectivement aux coopératives. Donc ça, pour l'instant, on a pris plutôt du retard et ça, on va essayer de travailler pour essayer de rattraper ce retard, parce que conseil stratégique, il y en a quand même besoin, diablement, ça c'est sûr. Vous essayez de travailler comment? Comment est-ce que vous essayez de travailler sur ça? On va regarder les besoins qu'il y a sur le terrain et comment on essaie de faire en sorte de pallier, de faire en sorte que se créent des structures qui permettent de faire du conseil stratégique. Mais je ne vais pas vous donner le détail là, parce que ça, c'est un chemin qui est devant nous. Voilà. Et l'autre question, c'était, on a des échos des coopératives et des négoces selon lesquels il n'y a pas assez de fiches CEPP, ou pas assez de variété dans les fiches CEPP pour leur permettre d'atteindre les obligations qui leur ont été fixées. Et quel regard vous portez là-dessus? J'ai pas cet écho-là des coopératives, mais je suis prêt à en parler si le jour ils viendront. Ils m'ont pas évoqué ça, honnêtement. Pourtant, les coopératives, en particulier leur président national et le reste, n'évoquent pas cette question de ne pas avoir assez de fiches. C'est pour ça que je comprenais mal votre question, parce qu'elle n'est pas venue jusqu'à moi, mais du coup, vous allez me mettre en éveil, si je peux dire, sur le sujet. Bon, merci Léna. Mathieu, Robert. Vous m'entendez? Oui, très bien. Comme l'a dit Jean-Christophe, j'ai le nez un peu bouché. J'espère que ça va aller. On a interviewé récemment M. Purcell et M. Hervieux, sociologue, qui, sur la question du renouvellement de génération, s'étonnait qu'on mise peut-être un peu tout sur l'installation, justement, et qu'on mette parfois un peu trop de côté les entreprises de travaux agricoles. Il s'étonnait que la question de la sous-traitance, en fait, soit aussi polémique dans le secteur agricole, alors qu'elle n'est pas vraiment dans d'autres secteurs industriels, par exemple, sauf à délocaliser. Et voilà, je voulais savoir quel était votre regard sur cette idée que des agriculteurs puissent sous-traiter, parfois intégralement les travaux. On sait que 13% des exploitations de grande culture, dans nos régions notamment, sous-traitent intégralement leurs travaux. Est-ce que c'est un mal? Est-ce qu'il faut un métier? Ou est-ce que c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer peut-être pour produire autrement demain et maintenir le potentiel? Et répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire. Et répondre aussi à l'enjeu de souveraineté alimentaire. Oui, mais il faut je le dis d'autant plus que je suis ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mais à chaque fois qu'on essaie on ne peut pas dire à chaque fois, il faut accepter ça ou laisser faire ça parce qu'il faut faire la souveraineté alimentaire. Parce que oui, il faut faire la souveraineté alimentaire. Je le répète une fois, deux fois, 10 fois. Mais ça ne peut pas être le paravent pour ne pas se poser les autres questions. Est-ce vous me dites qu'il y a de la sous-traitance ailleurs. Est-ce que vous trouvez que ça a toujours été parfait, les questions de sous-traitance, en particulier de sous-traitance automobile? Quand même une bonne question, la sous-traitance. La sous-traitance n'a pas toujours été un modèle super vertueux. Deuxième élément, s'il y a de la sous-traitance, je veux savoir quel patron là-dedans. Parce qu'on a quand même accès à des trucs stratégiques qui sont, pour le coup, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire l'accès aux fonciers, aux outils de production. Donc c'est suffisamment stratégique pour que ça soit pas aussi simple que on va remplacer des agriculteurs par des activités. Je ne suis pas fermé à la question, hein.
je ne dis pas ça, mais l'idée de dire on va transférer soit sous des formes sociétaires, soit on va faire des entreprises de travaux agricoles qui exploitent 1000, 2000, 3000, 4000 hectares. Moi je vois ce qui se passe parfois dans des territoires qui ne sont pas très éloignés. On est sur des modèles intransmissibles, avec des capitaux qui... Je m'interroge sur cette course en avant. Voilà, sincèrement, je m'interroge. J'ai pas de certitude, mais il faut faire attention à ce... et je vois bien d'ailleurs la temporalité dans laquelle sont faits les travaux, parce que quand vous avez 3000 ou 4000 hectares, comme vous tendez toutes les charges, parce que vous devez rentabiliser au maximum votre matériel, c'est comme ça que ça se passe, ou quand vous récoltez le blé au mois d'août, il y a quand même une interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, cette taille importante, alors, est-ce que ça peut répondre dans certains cas? Peut-être. Donc je ne suis pas fermé à la question, mais alors chacun parle de sa paroisse, si je peux dire, donc c'est normal que certains défendent cette... Et peut-être que ça peut être mais on a des sujets... Quand vous êtes sur des sujets où vous avez besoin... Parce qu'à ce moment-là, il faut voir l'intensité en main-d'œuvre dont vous allez avoir besoin dans ces structures-là. Parce que si c'est juste une affaire d'avoir le moins de main-d'œuvre possible, compte tenu des sujets qu'on a qui vont nécessiter des réglages fins à la parcelle, etc., comment on le fait dans ces activités comme... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas la taille qui me gêne, hein, parce que vous avez des exploitations à 600, 700 ou 800 hectares, vous avez 5 ou 6 associés, quand vous faites le ratio, c'est pas du tout un problème. Mais la sous-traitance comme modèle, alors, quand par ailleurs au niveau européen et au niveau mondial on dit, nous on veut pas être comme les autres, c'est-à-dire que nous on défend plutôt, la question c'est le modèle qu'on défend. On peut pas à longueur de colonne, enfin de colonne ministérielle en tout cas, et on a un modèle particulier qui est un modèle plutôt familial, et le familial ne veut pas dire la taille, hein. C'est plutôt où il y a une maîtrise des outils. Là, vous ouvrez une boîte, il faut faire attention. En tout cas, j'invite à la prudence sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, de toute façon, c'est pas la peine de dire qu'on est contre ou qu'on est pour, ça existe. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire exister, coexister comme système. Il y aura sans doute de la sous-traitance, il y aura sans doute aussi des effets de biais pour éviter les contrôles de structure. On va pas se raconter de... Celui qui n'a jamais assisté à une CVOA ne comprend pas ce que je viens de dire, mais c'est... Quand même, faut pas être naïf dans cette affaire-là. Donc, j'ai pas de... Alors, plus je vous dis j'ai pas de religion, j'ai quand même une petite religion sur le sujet, en fait. Mais bon, il faut regarder, je pense qu'il faut... Ça dépend des modèles, voilà. Mais on ne peut pas dire il faut lutter contre l'accaparement des terres, il faut vérifier que nous sommes en capacité d'être souverains et se dire, après tout, le modèle qu'on développerait, ce sera un modèle de sous-traitant, parce que moi je veux savoir qui est le donneur d'ordre. Et si vous commencez à donner un système où c'est très pyramidal avec un donneur d'ordre qui peut donner des ordres sur plusieurs milliers d'hectares, à un moment, comment vous empêcherez que des donneurs d'ordre soient extérieurs aux intérêts français? Bah, c'est une question qu'il faut se poser quand même un peu, sans être trop, comment dirais-je, régulateur, mais en n'étant pas complètement naïf du monde dans lequel on vit, quoi. Nicolas Ouvrard, je crois que tu avais une question également. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Oui, bonsoir. Je vais aborder la question qui fâche en ce moment autour de la gestion de l'eau. Les réserves de substitution, vous voulez dire? Voilà, donc effectivement, on voit que des projets dont les protocoles ont été validés, qui ont été discutés localement, en fait, engendrent des oppositions et même des affrontements au moment où les choses sont mises en place. Alors, je sais que le ministère de l'Agriculture n'est pas le seul pilote, loin de là, sur le sujet, mais malgré tout, vous travaillez sur ce sujet-là. Donc comment sortir de cette situation, et puis comment vous voulez intervenir dans cette énorme problématique pour l'avenir, parce qu'on sait que ça engage l'avenir. Alors, il est effectivement pas pilote ou pas seul pilote. Alors, il est quand même pilote un peu du Varenne de l'eau et de la déclinaison du Varenne de l'eau. 1, régime assurantiel, 2, évolution des pratiques, 3, création de réserve. Évidemment en lien avec d'autres, mais je veux dire, c'est pas complètement délié. C'est un sujet sans doute qu'on avait un peu... le sujet de l'eau n'est pas un sujet qu'on avait considéré depuis très très longtemps avant le ministère. Il était passé ailleurs, et pas sur le sujet de l'accès à la ressource pour la production, il était passé plutôt sur le sujet
étiage, préservation des zones humides, etc. Et donc c'est plutôt comme ça que ça avait été perçu. Donc on a besoin de réinvestir ce sujet-là, y compris en termes de compétences, à mon avis, au ministère. Sachant que les compétences ne sont pas parties ailleurs, elles ont juste disparu, hein, dans un certain nombre de cas. Premier élément. Deuxième élément, j'essaie de m'employer sans trop m'énerver à essayer de poser des faits, parce que je pense que ce qu'on a mieux à faire dans le sujet. Moi j'écoute ce que dit le GIEC. Le GIEC dit qu'il va tomber à peu près la même quantité d'eau que ce qui tombe aujourd'hui. Bon. Alors à quelques régions près, mais globalement c'est ça. Deuxième élément, ça ne va pas tomber au même moment qu'avant. Avant, vous preniez 12 mois, hors les régions méditerranéennes, vous disiez 600, 700, 800 mm, vous divisiez par 12, vous avez après votre pluviométrie hors l'exception un peu estivale. Maintenant, vous avez, on verra comment on finit l'année, moins il pleut, plus je m'inquiète, parce qu'à un moment, ça finira bien par faire le volume. Hein. Deux, il faut qu'on arrive à régler cette question de 2, 3, 4 mois sans eau du tout, ou très peu d'eau, doublé d'un autre phénomène qui est quand même extrême chaleur, qui vient aggraver le système. Et puis 3, 4, 5 mois avec beaucoup d'eau, qui est en train peut-être d'arriver, tant mieux d'ailleurs s'il y en a un peu d'eau. Mais l'autre jour j'étais dans la Marne, ils ont eu 300 mm au mois de septembre. Ça va qu'il manquait d'eau, hein, parce qu'à un moment ça pouvait faire. Donc on a besoin quand même d'essayer de poser ça comme un fait. Donc on manque d'eau à certaines périodes, on a trop d'eau à d'autres périodes. Pardon, je suis un peu long, mais c'est un sujet que je pense très important à mettre dans ce 3. Vous regardez le projet controversé de Sainte-Soline, du coup j'ai regardé, parce que je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe, y compris le rapport du Berger. Il prélevait 22 millions de mètres cubes. Tout en été, puisque c'est là qu'ils avaient besoin d'eau. Ils décident, dans un schéma avec un système de réserve d'eau de substitution, d'avoir un système qui permet, un engagement qui est pris de réduire d'un tiers les 22 millions, et dans ce qui reste de besoin à prélever, de dire, alors ils ont même un peu réduit, parce que c'était 14, ils sont descendus à 12, je crois, donc c'est un peu plus même que ça, ce que je dis, et ils ont dit, la moitié de ce qu'on continuera à prélever, on va le prélever sur ce qu'on prendra en hiver, au moment où les nappes sont hautes. On est en plus dans un territoire particulier où les nappes, contrairement à la nappe d'eau Beauce que je connais mieux, sont des nappes qui sont beaucoup plus réagissantes à 50 mm d'eau que chez nous. Chez nous, il faut qu'il tombe beaucoup et longtemps 50 mm d'eau pour qu'on ait un étiage de nappe qui soit satisfaisant. Donc, ils s'engagent, ils réduisent globalement le volume. Au lieu d'en prendre 21 millions l'été, ils en prennent que 6 ou 7 l'été, et le reste, ils le prennent dans la période où on en a trop. Si ça, c'est pas un projet qu'il faut quand même encourager et qui est pour moi plutôt vertueux, ça veut dire qu'on a un autre combat avec des gens, philosophiques et politiques, c'est qu'on ne peut plus prélever d'eau pour l'agriculture. Hein. Et ça, il faut que des gens viennent nous l'expliquer à une tribune. Et c'est pas, il n'y a qu'à faire. Moi, j'ai plein de cas dans cette année de gens en maraîchage qui perdent 80% de la récolte parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'eau, compte tenu des restrictions. Plein. Quatrième élément, on est une espèce de victime. Alors je vois arriver le même sujet sur la forêt, d'ailleurs je le dis au passage, alors, il y a toujours des victimes expiatoires parce qu'en France on aime bien les victimes, les boucs émissaires. Alors en agriculture c'est le maïs et en forêt c'est le résineux, je vous préviens tout de suite, ça arrive. On ne sait pas pourquoi le résineux en prend plein la figure, mais enfin c'est le résineux, il faut plus de résineux. Bon, c'est bizarre, mais ça stocke autant du carbone que du chêne. Moi j'ai que des forêts de chêne chez moi, donc je suis très à l'aise. Mais... Donc en agriculture c'est le maïs. Très bien. Donc c'est la victime expiatoire. Comme si le sorgho n'avait pas besoin d'eau, quoi. Enfin, moins. Non, il en a besoin à une période un peu moins, et surtout à une période où il y a un peu plus d'eau. Le blé a besoin d'eau, hein. Si le blé est poussé dans le cycle du maïs, je vous prie quoi qu'on prendrait de l'eau pour du blé. Donc c'est pas... C'est-à-dire il faut décortiquer le truc, vous voyez ce que je veux dire. Dans la région, en conséquence, dont on vient de parler, ils ont réduit 2/3 les surfaces en maïs. Bon, alors après on dit... Oui, alors il faut sortir du maïs, il faut qu'il y ait l'autonomie. Et on dit par ailleurs, il faut de l'autonomie de l'exploitation pour pas qu'on aille importer du soja OGM du Brésil. Soja OGM, petite... c'est le produit OGM, c'est le produit carbonation, si je peux dire. Accessoirement, on apporte de l'eau, hein. Du pain tiers. Je veux dire, de toute façon, dans le soja, il y a de l'eau, quoi. Donc, on dit qu'il faut de l'autonomie. Alors, sauf que, on dit on va faire de la prairie. Sauf que dans une année comme celle-là, vous en parlerez aux gens du Massif central, aux gens qui produisent du Salers, par exemple, fromage, ils sont obligés de faire une dérogation à l'OP parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leurs animaux avec leur prairie.
Donc, il va bien falloir qu'on plante des plantes qui vont se substituer l'été pour nourrir les animaux. Alors on dit il ne faut pas d'animaux, mais je veux dire, quand on décortique complètement la pelote, c'est quand même, il y a quand même derrière cette pelote-là quelque chose qui est, on ne veut plus l'agriculture. Enfin, moi je ne sais pas faire, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on dise clairement, et les agriculteurs sont désespérés de ça. C'est ce que j'essaye de porter aussi. Alors après, qu'on les engage sur, partout on peut réduire, partout on peut faire évoluer les pratiques, partout où sans doute ce qu'on cultive n'est plus adapté. 1 degré, c'est le climat de Toulouse à Rennes. Bon, 1 degré, le climat de Toulouse à Rennes, ça va changer des choses à Rennes. Et je ne sais pas ce que ça va donner à Toulouse, d'ailleurs, au passage. Donc vous ne pouvez pas dire on va faire les mêmes cultures. Ça pose d'ailleurs pour moi une question assez, excusez-moi je suis long, mais c'est intéressant. Vraiment, ce sujet, c'est un truc central pour moi. Ça va poser une question intéressante, c'est tous nos signes de qualité sont souvent liés à une géographie. Est-ce qu'avec ce dérèglement climatique, on va pouvoir, dans les mêmes géographies, développer les mêmes signes de qualité? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui va se poser, oui. Je reprends mon Comment on va faire, du coup? Comment on va faire? Est-ce qu'on adapte les cahiers des charges? Est-ce que il faut réfléchir un peu différemment à notre système? Je reprends mon cas du salaire. Est-ce que le salaire va pouvoir continuer durablement, au-delà des exceptions ou des exemptions, tous les ans demander une dérogation, parce qu'en fait, tous les ans, il y a une sécheresse sur les prairies? C'est une question. 2, vous avez des systèmes... La viticulture a un sujet devant elle qui est important, ou l'arboriculture, ils vont avoir besoin de plus d'eau. Bon. Or, dans les cahiers des charges, c'est plutôt interdit. Sauf que c'est quand même... Donc il faut qu'on réfléchisse aux cahiers des charges, puis il y a des endroits où il y a des choses qu'on cultivait qu'on ne cultivera plus. Est-ce qu'il faut le vivre comme un regret? Non, le monde agricole a vécu avec ça. Hein. Parfois, par des grands mouvements, alors moins des mouvements climatiques, mais c'est là que je dis que le statu quo est mortel pour l'agriculture. C'est-à-dire de dire que ça va être comme avant, ça ne va pas être comme avant. Donc on a besoin, et la question de l'eau, pour finir de répondre à la question, si on n'arrive pas à la poser comme j'essaie de la poser devant vous ce soir, on va droit dans le mur. Alors, il y a une solution pour moi, un peu, c'est qu'on ait plutôt des ouvrages multi-usages, là où on peut le faire, qui serviraient à l'irrigation, à la lutte contre les inondations, à la défense contre l'incendie, à l'alimentation en eau potable, etc. Alors, ce n'est pas les mêmes natures d'ouvrages, c'est des ouvrages un peu plus grands, sans doute. Regardez la Seine cette année. Oui, enfin, si on peut ni faire les grands ouvrages, ni faire les petits ouvrages, il y a un moment, il va y avoir un petit problème, hein, vraiment. Alors là, pour le coup, de souveraineté, parce qu'à un moment, l'eau, c'est la vie, donc c'est pas compliqué. Ceux qui nous expliquent qu'ils savent faire autrement, il faut qu'ils m'expliquent la recette magique. Les mêmes qui, d'ailleurs, vous disent en même temps, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Donc, on a besoin, pardon, de réfléchir des ouvrages. Parce que vous regardez l'étiage de la Seine cette année. Elle a très peu baissé, la Seine. Pourquoi elle a très peu baissé? Parce qu'en amont de la Seine, il y a d'immenses ouvrages qui n'ont pas du tout été faits pour régler l'étiage de la Seine, qui ont été faits à l'époque pour lutter contre les inondations d'Île-de-France. Les agriculteurs de ces territoires, acceptant d'ailleurs en période hivernale d'être inondés dans l'Aube, dans la Marne, ils vont continuer à développer ces ouvrages, parce que je vous prie de croire que c'est que le début de notre process de dérèglement climatique. Donc ce qu'on avait imaginé de ces bassins pour éviter les inondations d'Île-de-France, il faut l'imaginer en dérèglement climatique avec peut-être des épisodes pluvieux, type 2016 plus. Printemps 2016. Ils ont fonctionné pour les inondations il y a 3-4 ans. Oui, donc ces ouvrages-là, ils servent pour les inondations, ils servent pour l'eau potable, ils peuvent servir pour l'irrigation, et ils pourraient servir, s'il y en avait besoin, pour les incendies. Donc c'est quand même des sujets qui sont plutôt vertueux, vous voyez ce que je veux dire. Et l'étiage si on prend sur la question écologique, l'étiage de la Seine, il a plutôt été mieux maintenu que dans le fleuve que je connais le mieux, c'est-à-dire la Loire. Donc il faut qu'on réfléchisse quand même des ouvrages qui remplissent toutes ces fonctions. Et ça sera une manière, moi je pense qu'on a plutôt intérêt à internaliser la gouvernance, plutôt qu'à dire celui-là il est pour l'eau potable, celui-là il est pour l'agriculture, celui-là il est pour... Et je pense ça, moi. Il faut qu'on essaye de le penser comme ça. Et puis par ailleurs, il y a un truc avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, on dit c'est accaparement de l'eau. Enfin, les agriculteurs qui accaparent de l'eau, entre guillemets, ils accaparent pour nous nourrir. Hein. C'est pas pour remplir des piscines. Hein. L'eau qui sert en agriculture, alors on peut dire on peut faire des économies, on peut avoir des cultures qui soient plus résilientes, tout ça je suis d'accord, hein, y compris par la recherche variétale, mais l'eau qu'ils prennent, c'est pour produire des aliments qu'on est censé manger. Hein. Donc ce n'est pas un accaparement, parce qu'à ce moment-là, tout est accaparement. Je disais l'autre jour, pardon, parce que j'avais une discussion avec la vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux, à l'Assemblée des communautés de France. Elle a expliqué qu'elle a une grande difficulté parce qu'elle manque d'eau, parce que c'est un territoire qui voit sa population croître très vite. C'est 15 à 20 000 habitants par an, de plus, en Gironde.
Et donc ils doivent faire des fourrages en zone agricole pour aller alimenter la population nouvelle qui arrive. Et il me disait, il faut que les agriculteurs, et je lui dis, mais et si on posait la question différemment, est-ce que le territoire est capable d'accepter 20 000 habitants de plus compte tenu des réserves en eau qui sont les siennes? Et après tout, pourquoi c'est l'agriculture qui est souvent toujours interrogée? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle était embêtée parce qu'elle n'avait pas vu venir la question. Et non, parce que si on a un sujet de partage de l'eau, il y a des territoires où il n'y a pas assez d'eau, est-ce que c'est raisonnable de se dire on va implanter des endroits, on va favoriser l'implantation parce qu'ils ont des moyens en termes de politique urbaine qui évite 20 000 habitants, ça fait tous les 10 ans 200 000 de plus, ça va prendre du mètre cube. Est-ce qu'on peut maintenir? Après, il va y avoir des arbitrages. L'arbitrage, il n'est pas seulement sur la ressource, il est l'arbitrage de est-ce que j'ai besoin d'activités agricoles pour assurer ma souveraineté? Est-ce que j'ai besoin d'activités? Parce qu'on prend toujours, c'est toujours l'agriculture qui est la victime expiatoire du système. Mais on a tous besoin d'eau. Et donc c'est d'ailleurs dans le prélèvement global que prend l'agriculture, c'est pas dingue par rapport à la somme qui tombe d'eau. Voilà, j'essaie que vous voyez, je suis un passionné de ce sujet-là. Ce combat-là, c'est un combat central pour le coup de souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on se pose des choses. Il y a des endroits, je vous assure qu'il y a des endroits, j'ai une réunion là-dessus tout à l'heure, où on ne va plus pouvoir produire avec le dérèglement climatique. Donc moi, je ne vais pas mettre le pays et les agriculteurs dans la situation de dire « bah c'est comme ça ». Ça, c'est impossible. Surtout quand la quantité d'eau ne serait pas la même. Vous voyez, je ne dirais pas ça. Et deux, je ne suis pas de ceux qui disent on va pomper dans la nappe la plus profonde, la plus ancienne. J'étais l'autre jour en Algérie avec la première ministre et je rencontrais les collègues algériens qui disent ils vont plonger dans la nappe, comment elle s'appelle? C'est la nappe, c'est au Sud-Sahara, mais c'est une nappe qui ne se recharge jamais en fait. Bon, elle date des temps millionnaires là, pour le coup. Alors ça pour le coup je ne conseille pas de faire ça, parce que ça c'est des systèmes où vous avez un effet d'aubaine et puis dans 100 ans vous n'avez plus rien. Ce qu'ils ont fait par exemple en Californie. Donc, mais nous dans le système qu'on a, la réserve de substitution, sur une pluviométrie hivernale, on prend beaucoup moins de risques sur la nappe. Donc si on n'est même pas capable de se dire ça tranquillement, ben on va au-devant de graves problèmes. Hein. Est-ce que vous avez le temps encore pour une ou deux questions? Oui. Donc je vois des doigts qui se lèvent. C'est moi qui ai été long, La Chenet. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre, Éric de la Chenet de Figaro. Je vous avais entendu à la Fédération nationale de la chasse. Oui. Voilà. Et là, c'est l'époque de la chasse, donc, et il Ça ne m'a pas échappé. Non, vous êtes un bon chasseur, je crois. C'est l'époque aussi des dégâts de gibier. Est-ce qu'on va enfin arriver à trouver un accord entre chasseurs, agriculteurs, État pour le financement des dégâts de gros gibier? D'autant plus que le coût des matières premières a augmenté, donc je crois que la note dépasserait 100 millions. Et que l'État s'est engagé à financer le surplus à l'euro près, je crois. Et donc, où on en est dans cette réforme de financement des dégâts de gros gibier. Et je vous ai entendu aussi, je crois que c'était sur France Info, vous parliez d'un méga plan, alors là c'est pour le petit gibier, de haies, en lien avec les chasseurs. Alors, est-ce que vous pouvez préciser? Merci. Je vais vous préciser ma pensée, je vais me faire des amis chez les chasseurs. Non, mais plaisanterie mise à part. Il y a plusieurs choses quand même dans l'affaire des dégâts de gibier et grand gibier. Et j'en rajouterai un troisième quand même. Il y a à la vérité l'idée sur le fait qu'on s'est engagé, donc c'est en train d'être finalisé ça. Alors, chasseurs et agriculteurs se sont d'accord dès lors que c'est l'État qui paye. Hein. C'est jamais un problème quand c'est le voisin qui paye. Ça marche assez bien ce genre d'exercice, mais on a pris l'engagement notamment du fait, effectivement, à la fois de l'augmentation des dégâts et surtout de l'augmentation des indemnisations du fait de l'augmentation du prix des céréales. Donc ça c'est en train d'être finalisé. Il y avait un petit, non pas un post-scriptum, il y avait un article 2 à cette affaire-là. C'est un engagement des chasseurs de réduire les populations aussi. Hein. Sinon, ça ne va pas durer autant que les contributions. Et comme vous le savez, je suis pratiquant ou praticien, malgré tout, je dis qu'il faut faire attention au modèle qu'on est en train de construire dans la chasse. Ça ne peut pas être un modèle qui soit le produit, ou qui vive du produit, entre guillemets, vive, c'est pas comme ça que je l'exprimerai, mais de l'indemnisation payée par des tiers, parce que ça c'est un petit sujet quand même, hein. Même si là aujourd'hui c'est les fédérations qui peinent. Moi je pense que le modèle de la chasse vivra s'il arrive à développer de l'éthique, et deux, s'il arrive à reconquérir un sujet, ça m'amènera au deuxième sujet, c'est celui de la biodiversité, et donc du petit gibier. J'ajoute un troisième élément sur le grand gibier toujours, c'est
On ne peut pas à la fois dire on va planter 1 milliard d'arbres et pas s'interroger sur le fait que 30 à 40% du coût d'une plantation, c'est la protection de la plantation. Contre quoi? Contre les mêmes espèces que celles qu'on est en train d'évoquer. Donc il va falloir qu'on trouve, ça me rappelle ma jeunesse à la chaîne d'agriculture, ce qu'on appelle l'équilibre agro-sylvo-synégétique. Mais l'équilibre, pas le déséquilibre agro-sylvo-synégétique. Et là, on est à un point de, je le dis comme défenseur de la chasse très tranquille, comme vous le savez, j'assume vraiment tranquillement ça, et ça énerve pas, ça ne change pas la vie. Mais en même temps, dans le moment qu'on traverse, ne pas se poser cette question que je viens de poser sur le grand gibier, là, est une vraie question. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que les forestiers ont besoin de renouveler, que dans un moment de renouvellement forestier qui est risqué à cause du dérèglement climatique avec un dépérissement forestier, si la moitié des moyens que vous mettez, c'est pour mettre des clôtures, ou pour, quand les méchants n'aiment pas les clôtures non plus en plus, ou des protections sur les arbres, on va devenir un peu zinzin. Vous voyez comme je m'amuse tous les jours sur tous les sujets. En fait, quand je m'écoute parler, je me dis c'est un peu compliqué mon truc, mais j'essaie de simplifier. Deuxième sujet, petit gibier. Alors c'est pas du tout petit gibier mon affaire là. C'est biodive globalement, je pense qu'on doit travailler. Alors pour les coups, les chasseurs peuvent être des alliés, et je pense que c'est leur intérêt aussi, c'est à reconstituer un réseau de haies qui répondent non seulement à des objectifs de biodiversité chassable, mais de biodiversité tout court. Et on sait très bien le rôle de la haie contre l'érosion des sols, on sait le rôle de la haie pour la fixation de l'eau, plutôt qu'elle ne file directement à l'océan. Enfin, il y a plein de vertus à la haie. Et je ne comprends pas qu'on continue à détruire autant de haies, et qu'on n'arrive pas à convaincre. Donc ça, pour le coup, j'en suis pas encore au méga plan, je crois que c'est le mot que vous avez employé, mais j'ai quand même singulièrement envie d'avancer sur ce sujet-là. Parce que je pense que ça se combine, et c'est là aussi l'intérêt des agriculteurs. Vous me direz peut-être, monsieur, encore une contrainte environnementale qu'on va mettre au milieu des parcelles. Oui, enfin, des gens qui vous démontrent que la haie est toxique, y compris à l'agriculture, alors c'est moins pratique. Et je suis déjà monté sur un tracteur, je sais très bien comment c'est tout ça, je vois à peu près comment ça marche, mais ça n'est pas mauvais non plus pour l'agriculture. Et par ailleurs, c'est un élément de valorisation pour l'agriculture, de montrer on est capable de reconstituer un parcellaire qui soit à dimension et qui ait ses fonctions pour l'agriculture et ses fonctions pour le reste. C'est pas pour faire plaisir à la société, c'est pas le sujet, parce que si je fais ça tous les matins, je vais jamais y arriver. Mais plaisir ou pas plaisir d'ailleurs. Mais oui, donc on a besoin, et c'est un sujet, quand vous regardez les études, ce que disent les gens qui travaillent sur ces sujets-là, la haie, c'est un élément absolument fascinant, sans compter que ça fixe du carbone, et que ça pourrait être un élément dans l'équilibre forestier, d'aller chercher plutôt là la matière pour faire de la plaquette forestière ou du bois énergie que d'aller chercher en forêt. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Vraiment. La PAC peut le... Comment? La PAC peut le... Alors la PAC a donné une modification sur ceux qui faisaient les haies. Alors après, est-ce que la PAC peut aider à la plantation? Non, c'est des éléments plutôt qui vont dans les éco-régimes, ça. Oui, mais on en a mis une partie, enfin il y a une partie de valorisation dans l'éco-régime, c'est moi en arrivant d'ailleurs qui a un peu revalorisé cette partie-là. Mais là c'est un frein, alors je dis qu'il y a beaucoup de freins psychologiques dans l'opinion générale sur les sujets de l'eau, etc. Là on a un petit frein dans le domaine agricole sur la haie, ça peut être parfois vécu comme empêcheur de moissonner ou de planter en rond, si vous me permettez cette expression. Et je pense que c'est une erreur d'analyse, si je peux me permettre de le dire comme ça. Je pense que les agriculteurs auraient tout intérêt pour... Je ne vois que des avantages. Même Christian Lambert a milité pour les haies il y a quelques mois, quelques temps. Donc, mais je l'entreprends assez régulièrement cette question. Maintenant, on va mettre autour de la table la Fédération des chasseurs, les agriculteurs, les associations, les organisations non gouvernementales, et soit ils veulent qu'on avance, soit ils veulent qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire que chacun reste dans sa posture. Et chacun prendra ses responsabilités. Parce que moi, je compte avancer sur ce sujet. Parce que je pense que c'est un sujet très important. Voilà. Une question de Frédéric Hénin, peut-être. Oui, bonjour. Je viens sur un sujet qui n'a pas été évoqué. Ce matin, toute la journée, il y a eu un colloque sur la mise en place de la PAC organisé par l'Institut de l'élevage. C'est une occasion de revenir sur un sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que la mise en place de la PAC, sur les décisions qui ont été prises par vos prédécesseurs, sont un peu en décalage avec la souveraineté alimentaire par rapport à l'élevage bovin-viande, par rapport à l'élevage laitier? Est-ce que l'entreprise agroalimentaire n'est pas aussi un antidote à l'installation? Parce que s'il y a des problèmes de compétitivité
sur l'agroalimentaire, eh bien, ça fait baisser indirectement les prix aux agriculteurs. Voilà. Tout à l'heure, mon collègue parlait d'un rapport des Sénats. Pas plus tard que tout à l'heure, on a appris que la Pologne faisait un excédent commercial de 12 milliards d'euros sans vin et alcool. Voilà. Ils ont moins de vin et d'alcool là-bas. Comment? Ils ont d'abord moins de vin et d'alcool. Pour l'instant. Pour l'instant. Enfin, ils en boivent, mais ils exportent pas, quoi. Voilà. C'est moche ce que vous venez de dire. Oui, alors, là, vous mettez beaucoup de sujets. Vous avez fini, pardon? Oui, je mets beaucoup de sujets parce que tout se tient, vous savez très bien. Oui. Et qu'on n'a jamais eu le prix de la viande aussi élevé, et que, en même temps, le prix de lait n'a jamais été aussi élevé, mais la France est un des plus bas d'Europe, quoi. Ouais. Alors, c'est à pondérer sur le lait selon les endroits. Mais, non, mais il y a plusieurs choses. On ne peut pas dire que la PAC n'est pas essayé de préserver, en particulier les activités d'élevage, et en particulier les activités de bovin-viande, parce que, franchement, j'entends plutôt des gens qui trouvent qu'ils ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu, le maintien de l'ICHN. Franchement, on a plutôt veillé à essayer Est-ce que ça suffit? Parce que la PAC ne peut pas tout, hein. Oui, mais je parlais de l'agroalimentaire. Alors c'est pour ça que je dis que vous avez plein de questions dans votre question. Deuxième élément, je ne suis pas plus tout à fait d'accord avec vous, là, au point où vous dites que l'agroalimentaire n'est pas compétitif, donc il vient tirer ses marches aux agriculteurs. Ben, c'est ce qu'a exactement inversé Egalim, mais c'est exactement ce que dit le rapport qui a été pas fait par le ministère de l'Agriculture, hein, par l'IGF, le ministère de l'Économie. Il dit quand même, Egalim a un effet vertueux, c'est de vraiment commencer à constituer le prix à partir de la matière première agricole. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Alors, le problème qu'on a dans la période qu'on vit, ça aurait été formidable sans la guerre en Ukraine. Hein. Enfin, la guerre en Ukraine, qu'on n'ait pas la guerre en Ukraine, en soi, aurait été formidable. Mais dans les sujets qui nous préoccupent, c'est que comme l'inflation est fait comme ça, évidemment, on a du mal à rattraper, donc il y a des effets de rattrapage qui se font tardivement et qui viennent pénaliser un peu les entreprises agricoles. C'est à l'intérieur, dans le sandwich, c'est la tranche du milieu qui pose problème, c'est effectivement l'agroalimentaire. Parce qu'il y avait un sujet structurel de compétitivité, sans doute. Deux, elles ont des marges qui sont beaucoup réduites et qui sont encore plus réduites dans l'année, parce qu'ils vivent à la fois l'incapacité qu'ils ont, parce que c'est pas Egalim 2, Egalim 2 c'est la matière première agricole, mais la matière première industrielle est dans une période de spirale inflationniste. Donc je vais réunir les opérateurs de la filière, parce que je vois bien que la pression maintenant va se faire sur l'étage du dessus. Et là, pour le coup, c'est un risque. Les commerciales débutent là. Enfin, comment les négociations commerciales, justement, vont débuter. Et ça, c'est. Alors, il faut que nous, on résolve une équation qu'on n'a pas encore résolue, si on veut être très honnête. C'est comment on répond au sujet énergétique pour les filières agroalimentaires, parce qu'on n'est pas encore complètement, à mon avis, assez calé par rapport à ce que sont les spécificités. Et alors, là, vous avez raison, c'est qu'au bout, si la filière agroalimentaire se casse la figure, à la fin, ça finira par poser des problèmes en agriculture. Mais en première intention, le schéma, c'est d'abord plutôt agroalimentaire qui souffre, et plutôt les prix agricoles qui ont plutôt progressé compte tenu de ce qui avait été mis dans Egalim. Donc ça, c'est un sujet. Alors après, sur le sujet polonais, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, sur des grands enjeux comme ceux qu'on évoque de la souveraineté alimentaire, de reconquérir des parts sur, il y a volaille et viande globalement, en partie, hein, parce que les ovins, c'est pareil. Il y a fruits et légumes. Pour moi, c'est alimentation animale, si je peux dire, et puis fruits et légumes, parce que ça, on a des pans entiers qui ont disparu. Alors, ils ont aussi un avantage comparatif, et c'est ce qui s'est passé avec l'Espagne sur les fruits et légumes. Hein, on les a fait rentrer, ils avaient un coût de main-d'œuvre qui était moins élevé. Je veux dire, mais il faut accepter quand même. En particulier dans le moment géopolitique qu'on vit, je ne regrette pas que les Espagnols et les Polonais, quand bien même nous ne soyons pas toujours d'accord avec les Espagnols et encore moins avec les Polonais, soient avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué à comprendre pour un agriculteur, hein. Mais c'est aussi à nous, au gouvernement français, là c'est pas la PAC, d'essayer de remettre du champ de compétitivité. Je pense qu'à terme on peut le retrouver. Après il faut qu'on identifie bien, ce que je disais sur fruits et légumes, les endroits où, non, sur la volaille, il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe et comment on peut retrouver de la compétitivité sur des produits. Sur les produits, il est très consommé, c'est-à-dire le premier prix. Ça c'est vrai. Il faut quand même qu'on s'interroge aussi, pourquoi? Parce que là je comprends vraiment pas, hein. Vraiment. 75% de la viande qui est vendue dans les restaurants, ce n'est pas de la viande française. C'est pas une question de revenus là. Les gens qui vont dans les restaurants, c'est pas l'entièreté de la population française. Alors il y en a qui sont modestes, qui vont une fois de temps en temps au restaurant. Mais... donc il y a une question d'attitude, de compréhension. Est-ce que c'est, je sais pas, on ne produit pas ce qu'il faut? Enfin, il y a quelque chose. Donc ça, c'est des sujets,
Parce que pour le coup, pour valoriser la qualité de la viande française, si on ne peut pas le faire dans les restaurants français, et que 75% de la viande vient, alors pour le coup, pas d'Europe, mais de l'autre côté de l'Atlantique, là vous avez une interrogation. Donc on va essayer de travailler avec les opérateurs pour comprendre. J'ai besoin de comprendre ça. Juste sur la question de l'industrie agroalimentaire, là vous l'avez évoqué, donc vous reconnaissez qu'il y a un problème de marge qui se réduisent de plus en plus. Est-ce que d'une part vous craignez pas des fermetures de sites d'usines comme on peut le voir là aujourd'hui avec Heineken, et est-ce que vous allez mettre en place, amender ou faire quelque chose par rapport au dispositif qui a été donc d'Egalim 2? Est-ce qu'il peut y avoir des adaptations, des choses un peu nouvelles? Alors, je ne sais pas ce qu'il demande d'ailleurs, mais si on commence à dire on construit le prix à partir du prix agricole, puis à partir du prix industriel, j'ai plus qu'à fixer le prix de la baguette et j'ai réglé mon affaire. Ouais, à la fin, on ne peut pas administrer à ce point-là. Je dis au passage, c'est assez intéressant. J'étais en réunion des ministres de l'OCDE à Paris l'autre jour, la ministre de l'Agriculture. J'en ai vu 8 ou 10, il y en a eu, sans plaisanterie, j'en ai 8 qui m'ont parlé d'Egalim. Ça les intéresse. Ça les intéresse. Y compris la collègue canadienne, ce qui était pour moi étonnant. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient complètement d'accord, mais ils disent, mais comment ça marche? C'est pas inintéressant parce qu'on construit à partir de... Et ça préserve nos agriculteurs de souveraineté, parce que tout le monde a les mêmes sujets, parce qu'on se raconte ce soir, les Canadiens disent pareil, le collègue turc dit pareil, le collègue autrichien dit pareil, tout le monde dit la même chose. Tout le monde voit les mêmes difficultés. Essayer de résoudre par Egalim, c'est-à-dire de dire maintenant le distributeur il doit, et je suis assez régulièrement en bataille avec eux, à ce moment-là le prix il n'y a plus qu'à le fixer, il n'y a plus qu'à fixer la marge du distributeur et l'affaire est faite. Donc je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc c'est l'urgence de l'urgence pour moi dans les industries agro, enfin s'il y en avait deux, une urgence immédiate c'est la question de les aider à passer le cap énergétique, c'est pour ça qu'on essaie de recalibrer nos dispositifs qui sont sans doute pas encore assez ajustés, parce que là c'est un mur qui ne peuvent, ça peut faire fermer les entreprises. Donc c'est quoi ce recalibrer le dispositif, c'est quoi concrètement? C'est concrètement, c'est à quel seuil on déclenche, on indemnise à 30 ou 40 ou 50% et à quel montant de plafond, c'est ça concrètement. Alors concrètement je ne peux pas vous dire ce que c'est puisqu'on est en train d'y travailler, mais concrètement c'est comment on couvre la perte de marge qui est essentiellement liée au coût énergétique. C'est ça qu'on va faire. Et il faut qu'on ajuste bien notre dispositif. Sachant qu'on a en plus des cycles qui sont différents. Si vous êtes sur les betteraves, c'est pas la même chose que quand vous êtes sur un cycle laitier, etc. Donc c'est ça l'urgence. La deuxième chose qu'il faut qu'on travaille avec eux, c'est quand même comment on arrive à moderniser et à les accompagner. Alors c'est plutôt France 2030 à mon avis, les accompagner dans la modernisation. Parce que là on a un sujet de modernisation. Donc c'est du moyen terme et du long terme, mais là pour le court terme, pour les prochaines négociations, pour les prochains mois, pour 2023. Mais après ça relève des négociations. Mais si vous voulez me demander que dans les négociations on dise il faut que monsieur machin de telle enseigne vous payez, à ce moment-là vous me demandez de fixer le prix de tout. Mais ça marche pas ça. Donc ça veut dire que pour les prochains mois ça va pas forcément s'améliorer pour les je ne dis pas ça, je dis l'essentiel du problème que trouvent les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, c'est le problème de l'énergie. Donc il faut qu'on règle le problème de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils passent le cap de l'énergie et que par ailleurs dans les négociations, ce qu'ont fait un peu les grands distributeurs, on passe des hausses aussi. Donc si c'est aussi simple que je dise on va résoudre le problème de l'agroalimentaire français, je constate comme vous 30 ou 40 ans où on a plutôt démoderniser ces outils-là. Et on n'a pas fait, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, j'en sais rien, j'aurais sans doute fait exactement pareil que mes prédécesseurs, c'est pas le sujet, je fais des à personne. Mais dire là, on va claquer des doigts. Donc c'est, l'urgence, c'est la question énergétique, parce que ça leur permet, sans avoir une négociation qui soit compliquée avec la grande distribution, de passer le cap. Deux, il faut moi le travail que je fais avec la grande distribution, c'est dire, il faut passer des hausses. Et quand vous discutez avec la grande distribution, une partie d'entre elles, en particulier certaines enseignes, sans les nommer, elles ont construit le modèle sur le bon prix, c'est le bas prix. Et je lutte contre l'inflation. Quand vous avez une inflation à 10 points, évidemment, c'est un message qui est compliqué vis-à-vis du consommateur. C'est quoi votre repère, du coup? Moi, je les invite un peu à se dire, après tout, le bon repère, c'est de dire, en faisant ça, on sauve notre souveraineté alimentaire. Est-ce que vous craignez des fermetures d'usines et des délocalisations dans les prochains mois? En tout cas, il faut y être vigilant. Quand vous êtes en responsabilité, la question c'est pas craindre, c'est d'essayer d'éviter ce genre de choses. Oui, par nature, s'il ne passe pas les hausses, qu'on n'a pas de mécanisme de bouclier, oui, mécaniquement, économiquement, vous avez des OBE négatifs, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'il y a des banques aussi. Vous avez encore le temps pour une dernière question rapide. Oui.
Oui, une question. Dernière tête, oui. Ah, bonsoir, Marie Nico, là c'est pour Capital et c'est une question très régionale sur Vin de France. J'aimerais que vous me fassiez un petit point sur le devenir de cette marque qui est interdite. Sur quelle marque? Pardon, Sud de France. Ah oui, parce que Vin de France, ça ne disait rien. Excusez-moi, ouais. Sud de France dans le Languedoc. Oui, c'est un débat qu'on a avec la présidente Delga. C'est un débat là qu'on a, enfin, y compris avec l'INAO, c'est à un moment on ne peut pas à la fois protéger des marques et dire en commerce ou en marketing, donc on a un débat de règles européennes d'abord. C'est pas pour me cacher derrière, si on a fait ces règles-là, c'était pour s'éviter ce genre d'écueil. Donc on me dit, oui, alors Sud de France, c'est ça, hein, la marque. Parce qu'on m'avait mis de trouble avec Vin de France. Le Vin de France, je voyais plus la marque, mais Sud de la France, alors d'abord j'essaie de lui expliquer que ici monsieur Muselier, son voisin, me dit non, il ne veut pas, mais un jour il peut avoir envie de vendre Sud de France aussi, hein, parce que Sud de France, ça n'est pas l'exclusif de la région Occitanie, je ne fais grillaf à personne. Hein. Et deux, on a construit un modèle, alors on est en train de travailler sur un système, la vérité c'est qu'on est devant on nous dit c'est comme ça qu'on fait depuis 10 ans, ah oui ça correspond à la réglementation, pas à la réglementation, maintenant débrouillez-vous. On ne veut pas gêner, mais tout le monde savait que ça ne correspondait pas à la réglementation. Hein. Et maintenant on dit, bah maintenant c'est la règle, on perdrait beaucoup en export parce que ça nous permet d'exporter, et je ne disconviens pas de ça. Donc on est en train de regarder sur la question de l'étiquetage, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué sur le sujet, si on ne peut pas inclure la mention, mais qu'on garde quand même les mentions des appellations. J'ai compris que l'idée serait de baptiser le bassin languedocien Sud de France. Mais c'est pas une appellation ça. Non, ce serait une région en fait. Oui, mais on a... Oui. Et donc, est-ce que ça prendrait du temps? Est-ce que c'est possible? Mais ce que je peux pas dire, c'est à ce moment-là, il ne faut pas réclamer l'appellation d'origine. Parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'une déclinaison. Si vous dites tout je vends sur Sud de France, et qu'est-ce que je fais PACA aussi se réclame de Sud de France. En plus, PACA, c'est de Sud de France. Donc, si je vous comprends bien, là, on est dans une impasse. Pour l'instant, oui. Si vous voulez répondre à votre question. Et la marque est interdite. Attendez, est-ce que j'essaie d'en sortir? Oui, voilà. Mais on ne peut pas tout vouloir dans ce pays. Et c'est pas au gré de ce qui arrange qu'on fait les règles. Pardon de le dire un peu, mais je l'ai un peu dit comme ça à la présidente des gardes, mais je ne suis pas fermé à ce qu'on essaie de trouver quelque chose. Je vois bien ce qu'ils veulent vendre. Ils veulent vendre, ils disent, nos appellations ne sont pas assez connues, la marque Sud, c'est formidable. Je répète que le président Muselier peut faire exactement la même chose, la marque Sud, c'est formidable. Hein. On prend la Méditerranée, on y va. On pourrait même le faire en Aquitaine, hein, tant qu'on y est, puisque c'est quand même au Sud, après tout. C'est toujours le sud. Mais attention, si on s'est mis ces règles-là, c'était pour que le consommateur ne soit pas perdu. Et deux, qu'on puisse distinguer le Saint-Chinian du Faugère. Si tout ça, ça s'appelle Sud de France, alors à ce moment-là, ça vient dégrader peut-être l'image qu'on donne aux appellations géographiquement un peu localisées plus que Sud de France. L'Occitanie, c'est une vaste région. C'est-à-dire que vous avez du vin qui va aller loin. Hein. C'est-à-dire que vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin. Mais je répète, alors pour le coup... je ne suis pas du tout fermé à ce qu'on trouve un terrain de passage, parce que je comprends qu'on a envie de vendre une géographie plus large. Mais ce n'est pas au prix de la dégradation de ce que sont les appellations d'origine. Vous voyez, ça ne marche pas sinon. Parce qu'on dégrade. Ça peut se débloquer à quelle échéance? Oh, il faut que dans les 6 mois, on ait trouvé une solution. Voilà. Mais pour l'instant, je vous confirme que nous ne l'avons pas. À mon désespoir, mais tous les jours sont faits de désespoir. Et d'espoir aussi. Merci beaucoup. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci pour tout le temps que vous nous avez accordé. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.